Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, pour l'exercice de ce dimanche. C'est le décryptage qui s'installe ainsi chez vous. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Deux sujets phares ont rythmé nos plateaux ce matin. L'entretien a cherché à comprendre d'où vient la quantité abondante de pluie qui arrose en ce moment plusieurs villes du pays et surtout à interroger la résilience de nos programmes d'assainissement à Cotonou et également à Bomey-Calavi face aux inondations. Les éditorialistes, eux, ont jeté leur dévolu sur les sorties de l'ancien ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Komi Koutché, qui, selon eux, lance le chantier ou le débat de la réconciliation. Ce sont le sujet de ce soir d'ailleurs et nous consacrerons, mesdames et messieurs, les dernières minutes de cette émission à l'actualité liée à la Commission électorale nationale autonome, précisément la suppression provisoire de cet organe en charge d'organiser donc les élections. Alors, Agapit Napoléon Mafoikan, il fallait bien poser le sujet des grandes pluies et de leurs conséquences. On l'a fait avec notre invité ce matin, le professeur Michel Boucaud. Vous l'avez suivi. D'entrée, je veux bien vous demander les angles d'analyse et suggestions de notre invité qui méritent, selon votre regard, l'attention immédiate de l'État. Écoutez, le professeur Boucaud est bien connu. Et en la matière, je trouve que je l'ai comme professeur par ailleurs. Donc, je sais pas Vous avez fait la climatologie? J'ai fait un master en droit et politique de l'environnement à l'université du Bénin, à l'université de Lomé, et il était l'un des professeurs. Et oui, déjà, il a fait le tour. Hein. Ouais, voilà, et déjà, il était sur cette question environnementale. Je pense que déjà en ces années, là, c'était en 2007-2008. Et je me dis ce que nous avions déjà appris en matière de gestion de l'environnement, des problématiques climatologiques, des questions de l'environnement dans notre sous-région, dans notre région, dans notre pays. Il y a des choses énormes quand vous les entendez. Vous vous posez la question réellement de savoir si on ne s'auto-détruit pas progressivement. Alors on ne va pas parler de l'environnement parce qu'il y a tellement de choses graves en ces temps-là déjà et qui sont allées crescendo. C'est-à-dire que c'est aller du mal en pire, voilà. Parce que pour nous, l'environnement n'est certainement pas le premier réflexe que nous avons. La preuve, les sachets plastiques, prenons ça, tout simplement. Il y a eu une loi, mais est-ce que dans notre subconscient, est-ce que nous avons appris à ne pas l'utiliser? Ailleurs, l'action précède la loi. Ici, même avec la loi, les habitudes, il faut une cohésion, il faut l'action violente de l'État pour que les gens cessent des pratiques qui sont. Regardez aussi cette campagne de rouler à droite. Oui. Moi, j'ai toujours demandé à mes collègues, quand je suis dans un véhicule, je ne sais pas si c'est un mal général ou les gens roulent à gauche. J'arrive jamais à comprendre. Et ils se rangent toujours à gauche. Je me pose la question, mais moi, le BABA que j'ai appris en permis de conduire, c'est rouler à droite. Mais tu l'as dit rouler à droite. C'est un réflexe. Dès qu'il roule un peu à droite, il se penche à gauche. Je n'ai jamais compris. Et il faut le dépassement à droite. C'est insensé, mais tu n'arrives pas à comprendre. Donc, il faut, cette affaire de casque, il a fallu que l'État tape de poing sur la table. Donc, bref, nous avons des habitudes dures. Et parfois, on soupçonne l'État ou bien on accuse l'État de violence. Non, je ne pense pas qu'il y a la violence légitime et l'État doit parfois utiliser la violence légitime pour le bien du peuple. Parce que, honnêtement, quand un peuple ne connaît pas où est son bien, je pense que le rôle des gouvernants, c'est parfois leur montrer le bon chemin et les bonnes manières. Ça, c'était la digression. Mais on revient à la problématique avec le professeur Boucaud. Donc, je le salue avec beaucoup de déférence, de respect. Il a spontanément accepté l'invitation. Hein, ça, je tiens à préciser. Je me dis qu'il a gardé le bon timbre. Oui, que je parle de 2008, ça fait quand même 18 ans déjà. En ce temps-là, je suis convaincu qu'il y en a tellement qui l'ont eu comme enseignant et qui savent de quoi on parle. Donc, mais je l'ai écouté également avec plaisir. Et il a posé les problèmes que nous connaissions, que beaucoup connaissent. Cotonou n'était pas fait pour être habité, tout simplement. Cotonou n'est pas fait pour être habité. Cotonou, les Blancs qui ont créé la ville balnéaire, c'est une ville portuaire, on cherchait un accès au port, on est venu, on a Cotonou, c'était ça d'abord. Et quand vous regardez les espaces utilisables dans Cotonou, les espaces habitables, c'est le Kholakodji là justement, c'est là où il y a le port. Et ensuite vous allez voir un peu progressivement vers la marina. C'est les aspects qui ne sont jamais inondables. C'est les parties non inondées. C'est les parties un tout petit peu en hauteur.
tous les autres aspects, tous les autres parties dans Cotonou, vous allez les voir. Donc, je suis resté dans un quartier à Midombo quand j'étais jeune étudiant. C'est une zone un peu en hauteur. Et quand il pleut, Midombo n'était pas dans l'eau. Donc, vous allez voir quelques aspects. Mais la plupart, toute la ville c'est une ville en dessous du niveau de l'eau. Là, il n'est pas le problème. Si ce n'était que là le problème, donc on aurait construit, comme les Blancs ont fait, ils ont érigé les immeubles administratifs, ou bien quelques rares immeubles administratifs, l'OCBN, machin, tout ça là, dans la zone non inondable. Et l'État lui-même, là où vous avez le CNHU, là où vous avez la présidente de la République, ça c'est Soumaga. Donc, c'est dans le début des années 60. On n'a pas occupé les espaces inondables. D'accord. Mais tout ce que vous allez voir après, c'est que l'homme est allé défier la nature. Et il a dit, il ne faut pas défier la nature, il ne faut pas défier. Elle trouve toujours le moyen de reprendre ses droits. On a heurté les espaces qui étaient des espaces pour l'eau. La ville est en dessous. Et on les a heurtés progressivement. Je pense que sur le PPB, il y a une urbanisation qui a été totalement sauvage sous la Révolution, et où on a défié les espaces, on n'a rien respecté, on est allé construire. Dans ce qu'on appelle voie orientée nord-sud, on a tracé des trucs, on n'a pas tenu compte de la spécificité de la ville. Et du fait que l'eau est dans son nid. Et que en dehors du fleuve, du lac, qui peut-être monte difficilement, mais il y a des niveaux bas où le lac comme le fleuve peuvent monter et quitter leur cours. Et après, avec les pluies abondantes liées au phénomène que le professeur a expliqué, mais les plus normales également, qu'on peut avoir des espaces, dès lors que l'eau ne sait pas là où elle doit aller, elle s'installe. Aujourd'hui, regardez un pont comme Fifadji. En allant à la Fifadji, cet espace est resté pour moi comme dernière leçon qu'on peut compter. Parce que moi je l'ai vécu. Cette zone était habitée avant. Une église, je ne dis pas de quelle, une église, et des habitations. Et puis en prolongement, il y a un marché qui était au niveau de ce qu'on appelle Carrefour La Vie. Donc déjà sur Kérékou, c'était encore là. Alors, un beau jour, le chef de l'association urbaine de Cotonou, de l'époque, Monsieur Danjinou, il était le chef de l'association urbaine de Cotonou. Lui, il est venu pour casser pour mettre de l'ordre un peu, quoi. Donc, il a dit, cette partie, on ne peut pas l'habiter. Et donc, on doit dégager. Et l'association urbaine de Cotonou a pris les décisions qu'il fallait. A demandé aux gens de partir, ils ne partaient pas, ils insistaient, on a demandé au marché de dégager. Et, à un moment donné, il a fait dégager les gens. Et sous la pluie, ils sont allés au palais pour se plaindre à Kérékou. Pour dire que bon voilà, on les a logés, on les a dégagés de leur... Heureusement que le président Kérékou n'a pas déféré. Si moi je nomme quelqu'un, vous venez vous plaindre, et moi je dois le désavouer, ça veut dire que je n'ai plus besoin de le nommer. Donc du coup, je n'aurai plus à gérer. Donc bref, c'est grâce à M. Danjinou que ce point a pu alors exister, qu'on a dégagé. Et on a élevé, donc du coup, on a permis de faire maintenant ce qu'on appelle le Sofrado. Là. On a fait des grands caniveaux qui permettent à l'eau de partir. On a dégagé le marché de là. Et vous voyez, si vous prenez cette partie, Saint-Rita, par toute la zone là, c'est l'aménagement qui a fait qu'on a trouvé l'espace à l'eau. Avant, on l'occupait. Alors donc, tant qu'on va occuper les espaces de l'eau, tous ces endroits à Glade, Gabé, les histoires comme ça, là, on ne doit pas, c'est-à-dire qu'il y a des espaces, mais quand l'homme s'installe là où l'eau doit rester, mais vous voulez quoi quand il pleut? Donc, c'est-à-dire, le professeur dit ce qu'il fallait dire. 95, laissez-moi encore raconter une petite histoire de 95. 95, je pense que c'était 92 ou 93, le Bénin devait organiser le sommet de la francophonie. Et il fallait construire un centre international de conférence. La question est de savoir, est-ce qu'on construit le centre à Cotonou? On le construit dans les environs. Les gens même disent, mais accueillons le sommet à Parakou, ça permettra de... On dit à 92, 93. Et il fallait faire, oui, c'était en 93, on a pris la conférence pour 2 ans. Donc du coup, il fallait construire un CIC, c'est un genre de conférence. La question, est-ce que Cotonou continue d'habiter? Vous savez, CIC, pour le construire, on a fini par dire, on va le construire à Cotonou. Première chose, parce que c'est le moins coûteux. Et on a fait des résidences dans la cité Ouihor, on a essayé de faire quelques résidences ici et là, dont dans la cité. Aujourd'hui, cette partie de la cité
créée par drainage, sur la base de la drainage du port de Cotonou. Cette partie de la cité, c'est une zone absolument inondable. Et même les pavés sont pris d'assaut par l'eau depuis 2 mois. Et c'est encore là, maintenant c'est encore là, c'est là où les gens lavent leur moto. Bon. Je suis en plein pavé, et bien c'est là ils lavent leur moto, et ça pue. Donc la maladie, les bactéries, les machins, on est en plein Cotonou, mais en plein bas-fond, on nivelle tout le temps. Quelques temps après, l'eau revient en dessus. Parce que, donc, si on avait eu le courage, en ces temps-là, d'aller vers Porto-Novo, d'aller vers Calavi, d'aller vers Ouida, avec un plan d'urbanisation meilleur, qui tienne compte, comme l'a dit le professeur, de l'expérience malheureuse de Cotonou, on ne serait pas là à faire des jérémiades, comme si on ne savait pas. Et c'est là le drame de notre affaire, Rapide Napoléon Bafouékane. Et c'était même justement le cri de cœur de notre invité. Il ne comprend pas qu'on puisse rééditer cet exploit, fut-il mauvais, à Calavi. Alors, comment expliquez-vous cette forme presque de cécité ou d'impuissance politique qui nous pousse à répéter ces mêmes erreurs, juste à quelques kilomètres d'intervalle à l'État sous la présidente de Patrice Talon a fait des efforts. Le président, tout à l'heure, j'ai encore entendu le porte-parole il y a quelques jours parler un peu de l'expérience de Djonou. Oui. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il ne faut pas. Mais vous savez, lorsque c'est déjà créé, au moment où on faisait le centre ministériel, je me suis posé la question de la cité, mais je me dis, mais quelle idée d'avoir un tel mettre encore cela dans Cotonou. Pourquoi ne pas aller vers Calavi, mais vous voyez le nombre de personnes qu'on va drainer, la présidence est déjà à Cotonou, et donc, est-ce qu'il y a aussi de l'espace pour cette grande il y avait, la cité est installée dans un espace normal. Il y avait un port, il y avait un hôtel là avant, c'est des espaces en hauteur, ça c'est pas des zones inondables, ça, dans Cotonou. Vous voyez, là où c'est bon. Maintenant, la cité administrative est où? À Calavi. Voilà. Donc, le pôle central est ici, à Cotonou. La direction. Donc, l'État a une idée de la suite aujourd'hui. Mais c'est nos atermoiements sur 40, sur 60 ans, 50 ans, tout au moins 50 ans de gestion. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. C'est les atermoiements sur 50 ans. Et puisque le centre ministériel, les ministères sont à Cotonou, tout le monde veut rester à côté. Donc, ce n'est pas en créant le centre ministériel, la cité ministérielle à Calavi qu'on réglerait le problème. Donc, autant, ça reste là où il est, proche des pôles de décision, mais en ayant une autre politique d'urbanisation sur, je ne sais pas, sur 50 années, je ne sais pas ce qui est mis dans Bénin à l'affaire 2060 et 2060, je ne sais pas ce qui est mis dedans, mais normalement, on doit repousser le centre urbain à la montée, il disait. Exactement. Nous devons aller vers Parakou, carrément. Développer un autre, comme certaines villes, comme ça qui fait au Nigeria. Les gosses continuent de tourner. Justement, on est allé à Abuja. On est allé à Abuja. Donc, à un moment donné, il faut prendre cette décision. On ne peut pas, tant qu'on va tourner autour de Cotonou, les gens vont vouloir rester à Cotonou. Mais est-ce qu'on peut avoir le courage de la prendre finalement? Mais bien sûr. C'est vrai qu'on a eu la courage de Cotonou à un moment donné. C'est sur Soglo, lorsque Soglo a fait réaliser une étude en 92-93, il a fait réaliser une étude à des spécialistes des Pays-Bas. On est en ville basse. Oui. Donc, on dit les Pays-Bas. On lui a posé également la question comment les Pays-Bas ont pu réussir cela. Eux, ils ont pris la mesure. Il y a des zones hautes, il y a des zones basses, il y a le transport marin, il y a les flux, il y a toutes les. Et ici, regardez la route de pêche, comment finalement il a fallu une volonté politique terrible depuis ces 10 années. Pour finaliser ce projet. Voilà, regardez comment on peut. Si le transport fluvial marin avait fonctionné, les petits yachts, les matériaux qui étaient Calavi pour Cotonou, on aurait pu utiliser les barques motorisées. Et donc, on allait diminuer le flux. Et donc, on peut venir travailler à Cotonou et habiter Porto-Novo, et développer maintenant les cités vers ces zones là-bas et décréter maintenant l'évacuation de Cotonou sur 20 années. Quand on décrète l'évacuation de Cotonou sur 20 ans, sur 30 ans. On a l'impression que c'est là, c'est loin. Mais écoutez, ce ne serait pas de notre temps. On serait totalement éméché ou on n'existerait plus. Mais c'est décidé pour l'avenir. Ceux qui ont fait les métros à Paris ne pensaient pas à eux.
Et au moment où ils ont démarré, ils n'ont pas fini la Tour Eiffel, je ne sais pas quand on a démarré, quand on a fini. Donc, les politiques publiques ne peuvent pas se contenter de nous regarder et de regarder les agendas privés. On décide pour un pays. Donc, il s'agit de repousser plus loin et de prendre les mesures qui vont. Soglo disait en 92 qu'il a demandé une étude. Et l'étude, si on doit vivre dans Cotonou, faire les aménagements qu'il faut, il fallait combien de 1000 millions de milliards 1000 millions de milliards. Un certain logement, c'est 300 millions, je ne me rappelle pas combien. Alors, on a passé cet argent. Au lieu de dégager cet argent pour aménager Cotonou, autant quitter Cotonou. Donc, le projet n'a jamais lieu. Quand Soglo est devenu maire de Cotonou, il a revenu un peu sur le projet pour dire, mais aujourd'hui, là, il faut multiplier ça par 100. Donc, c'est dire que Cotonou n'est pas habitable. On ne peut jamais vaincre. Nous n'allons pas dompter l'inondation de Cotonou. On ne peut pas. Et j'étais agréablement, je pense que le projet a dit ce qu'il faut dire. Aucun spécial de l'aménagement des territoires ne vous dira qu'on peut faire cette. On ne peut pas. On ne peut pas quand on a bloqué Agla, on ne peut pas quand on a bloqué le Rasuto, on ne peut pas quand on a bloqué ces zones-là. Hein, même ici à Fidjo, c'est où nous sommes. On ne peut pas parce qu'il y a des endroits de l'eau qu'on a coincés. On a laissé quelques aspects. Et même là, aujourd'hui, les nids d'eau sont déjà achetés. Et même, il y a des zones qui sont même assainies. Comment on fait acheter des nids d'eau? Donc, du coup, on ne peut pas, il faut. Mais avant, vous allez dans PK3, le PK3, PK5, là. Ces zones-là, c'est des nids d'eau. Aujourd'hui, c'est des espaces aménagés. Donc, on ne peut pas faire ça et après se fâcher. On doit le faire en disant, bon, nous serons comme des crapauds en 6 mois. Mais en 6 mois, on accepte d'être comme des crapauds dans l'eau, mais on ne croise pas, on ne râle pas, on ne fait pas de jérémiade, on assume. Donc, là où nous on assume, c'est qu'on a 6 mois à gérer. Les gens ferment les artères d'eau, ils ferment par là, ils ferment par-ci. Ben, on s'est dit, bon, on assume ça parce qu'on est encore là. Mais dit comme ça, est-ce que vous ne reniez pas un peu les programmes de résilience, enfin, ce que j'appelle le programme d'assainissement pluvial de Cotonou et bien d'autres projets? Écoutez, là aussi, c'est le manque de courage de l'autorité municipale qui a créé ce type de programme 3CI. Le programme pluvial aujourd'hui n'a pas pour vocation de dompter l'inondation de la Cotonou. Il ne peut pas. C'est de gérer, c'est de faire en sorte qu'on puisse vivre décemment. Dompter, non, il ne peut pas. À la preuve, est-ce qu'on a dompté? Je dis, on ne peut pas dompter. Mais on empêche, on récupère ce qu'on peut encore récupérer, on gère ce qu'on peut encore gérer. Au moins, on gère l'existant. C'est déjà là. Il ne faut pas que les gens croient que le programme pluvial vise à empêcher l'inondation de la Cotonou. Ce n'est pas possible. Et donc, et puis il y a de la charge, des tonnes de ferraille, de fer, de béton, sur un sol comme que nous connaissons ce qu'il est. Le poids sur des sols aussi légers. Rien que ça fait que on met une masse énorme de fer pour tenir sur la nappe. C'est bon. Mais l'effet sur le sol est un effet naturellement nocif sur le temps. On ne peut, dans cette affaire, on ne peut pas continuer sur 50 ans. On ne peut pas. Et ça va pousser vers les autres zones. Donc, le Grand Nokoué, je pense que ce projet vise à amortir un certain nombre de chocs sur Cotonou, c'est vrai. Mais je pense qu'il faudrait vraiment avoir le courage maintenant de continuer le programme pluvial. Naturellement, on ne peut pas dire non aujourd'hui. On aurait pu empêcher ça depuis 20, 25, 30 ans. On n'a pas pu. Mais commencer un déménagement progressif. En fait, donc, il faut avoir le courage maintenant de commencer le déménagement progressif vers les autres. Donc, Caravi doit bénéficier d'une attention très particulière sur son projet d'assainissement. Je ne sais pas ce que je fais, donc je ne vais pas opiner là-dessus. On parle beaucoup de lotissement par là-bas, on parle beaucoup de gestion domaniale, mais il faudrait peut-être que la question de l'assainissement, de l'aménagement du territoire, le tout est ensemble, hein, c'est un bloc. Il va falloir peut-être regarder le plan de Calavi et vers Alada, parce que Calavi est quand même aussi, son positionnement n'est pas mauvais, mais il nous plonge, il nous prolonge. Aujourd'hui, l'habitation est allée déjà vers les zones là-bas. On a la GDZ qui est à deux pas. Donc, si on libère la zone industrielle, l'habitation se développe par là. Quel aménagement on a fait pour gérer l'habitation autour de la zone? Je ne sais pas, je pose des questions. Donc, c'est peut-être par là qu'il faut regarder et aller vers donc, les communes comme Zère, qui n'est pas loin, Zère n'est pas loin de la vallée de l'Ouémé,
Donc également, il faut faire attention, comme Zé, comme Alada et autres pourraient être des alternatives crédibles. Tout comme vers Tori, Bomassé, déjà, on a déjà le lac Aimé, qui n'est pas si loin. Et donc je pense que si on vise plus haut, au départ, on peut déjà circuler par là si les plans d'aménagement sont faits. Et maintenant, sur 50 ou 100 ans, je ne sais pas combien, aller occuper la Takura, pourquoi pas. Hein? La Tsengou n'est que 700 km. C'est 1 heure de vol normalement. Vous descendez à Cotonou, vous prenez un vol interne et vous êtes en Atengu. Pour des citadins qui prennent ça déjà pour le Bénin profond. Oui, aujourd'hui c'est le Bénin profond peut-être pour certains. Mais aujourd'hui, Natengo est plus accessible qu'il y a 20 ans, 30 ans. C'est sûr. Et il a fallu l'arrivée de Soglo en 90 pour qu'on refasse la route Parakou-Djougou. En 94, on a lancé la route Parakou-Djougou au moment où le sous-préfet est parti. Donc, imaginez qu'avant, moi j'ai pris cette route en 93, c'était la terre battue. Imaginez, et Parakou-Djougou. Donc, l'État a fait des efforts, d'énormes efforts. Mais il faut encore. Mais il faut viser plus loin, sur 200 ans. Il ne faut pas qu'on reste ici. Au-delà du Bénin de 60, il faut qu'on aille plus loin. Quel sera le Bénin de 2160? Donc, 200 ans, oui, mais 200 ans après l'indépendance. C'est ça. On est dans la vision 2060. Mais après, les aménagistes devraient aller plus loin pour comprendre que le mental ne se gère pas en un déclic. Donc, il faut aller vers... Oui, l'Église catholique. On doit prendre l'exemple de l'Église catholique. Vous savez ce qu'ils font? Non. Vous regardez les grandes villes que nous avons. Vous allez voir, l'Église a du domaine, mais où? Toujours en périphérie. Exact. Jamais au cœur. Mais imaginez jamais au cœur. Je dis jamais au cœur. Là où est Guy Riobé aujourd'hui, à Parakou, par exemple, où on voit que c'est au cœur, c'est en périphérie de Parakou. C'était pas au cœur. En ces moments-là, il ne faut pas regarder aujourd'hui l'évolution. Quand vous regardez là où on est, au niveau de l'archevêché de Cotonou, et regardez l'urbanisation en 60. Regardez où étaient les habitants en 60 et vous allez voir ce que c'est que toute la zone Père au Pied. Vous allez regarder l'église Saint-Michel, vous allez voir ce que c'est que ça. En réalité, l'église a fait de l'anticipation. Et nos États devraient réfléchir exactement comme ceux qui ont, comme les dignitaires, les cerveaux pensants de l'Église catholique. C'est une institution mondiale dont on peut apprendre beaucoup. Et en la matière, ils font de l'anticipation. Ils vont aller chercher loin. Ils prennent le titre foncier et ils attendent l'urbanisation. Et ça veut dire quoi? Que l'État, lui, qui gère pas la foi des citoyens, mais qui gère leur bien-être, doit viser plus loin que l'Église en anticipant. Et le Bénin, nous connaissons au moins le territoire, la superficie. Enfin, nous connaissons notre périmètre et nous connaissons notre superficie. Nous connaissons, disons, l'état de nos sols. Il y a encore des zones non habitées à partir des collines. Et cette zone n'est pas nécessairement inondable, même s'il faut gérer l'aménagement. Parce qu'en zone colline, il faut aussi gérer aussi les cours d'eau. En zone nord, nous avons des affluents qui vont au nord. Donc, il faut analyser le territoire et maintenant développer là où l'humain peut encore habiter sur 500 ans et balancer le plan sur 100 ans. Demander qu'on bouge et pendant ce temps, on gère par le programme pluvial. Tout le monde ne va pas quitter Cotonou. Ouais, donc tout le monde on peut laisser ça à l'industrie, pourquoi pas comme le ceux qui vont rester. Ceux qui vont faire les navettes vont faire les navettes. Jusqu'à un moment où les générations vont disparaître progressivement et les habitations vont commencer par... Les gosses ne sont pas dépeuplés, bien au contraire. Donc, mais au moins, l'activité administrative, un certain nombre de situations ne sont plus gérées par là. Et donc, Cotonou va continuer à rester la vitrine pendant longtemps. Donc, vous comprenez que le programme pluvial a encore de beaux jours devant lui. Mais à côté de ce programme, il faut viser, voir loin et commander court. En attendant donc de voir loin, Agapit Tapleo Bafoueka, nous allons donc évoluer. Et le second sujet qui a été débattu sur nos plateaux, évidemment, est cette interview que nous avons vue chez nos confrères de Matin Libre et également dans Jeune Afrique. Après un long silence, l'ancien ministre Komi Koutché
a fait une double sortie médiatique très remarquée quand même, notamment donc dans les colonnes que je viens de rappeler. S'il réaffirme son intention de rentrer au pays, l'homme me surprend surtout par son changement de ton. Il salue les efforts infrastructurels de Patrice Talon et reconnaît au nouveau chef de l'État, Romuald Wadani, les capacités de faire le job, loin évidemment son humilité et sa sagesse. Son mot d'ordre est clair, il faut bien que le pays soit dirigé, avançons, disait-il, ne restons pas accrochés au rétroviseur. On a connu un Kwame Couché très offensif, voici la question, depuis son exil. Aujourd'hui, face à l'avènement de l'ère Wadani, l'homme adopte un ton quelque peu apaisé, presque bienveillant. Première question sur ces interviews. Vous, comment vous analysez, je vais dire, ce changement de ton dans le langage, Agapit Napoléon Bafouéka? Est-ce que vous me parlez de changement de temps? Il n'a pas le choix. Vous commencez bien là. Moi, d'accord. Donc, réalisme politique alors. Il n'a pas le choix. Il est condamné par contumace. Oui, la question est de savoir, est-ce qu'il a envie de rester dehors? Il dit qu'il va rentrer. Très bien. Vous savez, Jean Bédel Bokassa, qu'est-ce que vous voulez nous sortir? Empereur du Centrafrique. Oui, vous êtes allé bien loin là encore. Condamné dans son pays, a décidé de descendre. Un beau jour, il descend. Il était en exil à Abidjan. Il ne se sentait pas bien. Il avait envie de descendre chez lui. Un beau jour, il descend. Les gens, il descend à Bangui. Il a surpris tout le monde parce que les gens ne l'attendaient pas. On va faire quoi de lui? Le tuer? Mais il a pris la décision. Pourquoi? Il avait le mal. Il avait envie d'être dans son pays. Il sait qu'il était un homme fini. Mais il est descendu. Ça veut dire quoi? Advienne que pourra. Ça veut dire qu'il avait le dos au mur, malgré qu'on lui a offert l'exil. Il avait envie du pays. Mais être chez soi, il n'y a rien de meilleur. Moi, je ne sais pas, mais quel vent, quand je descends en Cotonou, j'ai l'impression, quand je descends d'un avion, j'ai l'impression, franchement, d'être dans un Eldorado. Je vous avoue. J'ai l'impression d'être dans mon monde à moi. Il y a un plaisir lorsque vous sentez l'air du pays. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça m'arrive. Je me demande, mais est-ce que tu peux rester vraiment longtemps dehors? Franchement, je pense que dans des conditions comme ça, il faut affronter le destin. Il ne faut pas fuir son destin. Alors donc, moi je donne acte à M. Couché parce que je dis, bon, il aurait dû le faire, il le fait, c'est bon. Le président Talon, le président Wadani à l'investiture, a tendu la main à nos compatriotes qui sont à l'extérieur. C'est une idée. Ils peuvent le placer ici pour construire le pays. Mais c'est bien, il y a deux possibilités. Il y a une question de justice derrière lui. Vous savez, tout se négocie. Je pense que je l'avais déjà dit plusieurs fois. Je reviens. Tout se gère par les hommes. Vous devez aux impôts, on vient vous mettre bloqué pour non-paiement. Allez négocier, on viendra enlever. La justice vous poursuit pour telle chose. Tant que ce n'est pas crime de sang, machin, vous irez toujours vous négocier. On peut négocier une peine. Sauf si c'est il a été condamné par contumace. Je pense qu'il y a une manière de renégocier le procès. Ça existe toujours. Tout est négociable, tout est jouable. Donc, il lui appartient déjà d'accepter les juridictions, d'accepter déjà le pouvoir politique qui est là. Donc, dès lors qu'il accepte que nous sommes dans un État avec la séparation des pouvoirs, il a des questions de droit. Il a des situations devant. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. On l'a dit, on l'a condamné. C'est à lui de faire opposition. Je ne sais pas s'il a encore temps de faire opposition à cette condamnation. Il fait opposition à la condamnation et il donne des garanties. Je pense que le procès va être réouvert. Ça existe. Il y a une possibilité, si je ne me trompe, les juristes me reprendront si je me trompe. Mais il me semble qu'il y a une possibilité de faire opposition. Donc, ça permettra qu'il reviendra pour suivre le procès. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et je vous laisse finir avant. Finalement, vous pensez que... Non, je vous laisse finir d'abord. Non, ma question c'est, est-ce que lui le lit sous cet angle-là? Parce que quand on voit cette main tendue, en tout cas ce positionnement de l'homme, on dit chantier de réconciliation. Est-ce qu'on pense à refaire le procès, aller en prison, etc. Est-ce que c'est vraiment ce qui est dans la tête? On ne peut pas lire dans sa tête, mais en analysant, ce n'est pas évident. Vous savez, moi, je ne peux pas parler comme le président Wadani le ferait. Lui, il a le pouvoir que je n'ai pas. Moi, je dis ce qui est possible. Ouais. Après, l'État a les moyens de l'État. L'État a les compétences de l'État. Vous savez ça? Voilà. Ça dit que la raison d'État, c'est des situations dans lesquelles, toi, vous et moi, on ne peut pas aller plus loin. Parce que le chef de l'État
est au milieu de beaucoup de situations. Oui. Il analyse, il prend des décisions. Le problème qui se pose ici, est-ce que la condamnation, elle est totale? Si c'est une condamnation définitive, il peut y avoir grâce. Vous voyez? Donc, si c'est une condamnation définitive, donc encore faudrait-il qu'il accepte sa peine. Bon, puisqu'il n'y a plus la possibilité de faire de recours, je ne pense pas, puisque la condamnation a eu lieu, donc il y a un délai de recours. Pourquoi? Je ne voulais pas rentrer dans ces détails, mais il y a eu un délai de recours. Donc s'il n'y a pas de recours, je ne sais pas s'il y a encore la possibilité de faire une opposition. Si ce n'est pas la possibilité de faire une opposition, alors il fait ce qu'on appelle son mea culpa et il demande une grâce présidentielle. Vous voyez? Alors, tout ça peut ne pas se faire devant le grand public. Tout ça peut ne pas se faire devant les médias. Tout ça peut se négocier parce que, comme je dis, M. Koutié a une compétence. C'est une personnalité de haute valeur. Tout comme d'autres, moi, j'ai peiné à voir M. Dianotin. Quand je l'ai évoqué, c'est parce que j'ai peiné à voir M. Dianotin dehors. J'ai peiné à voir Mme Mandougou dans les postures où elle a été. Mais après, lorsqu'un pouvoir est en place et vous le défiez, et surtout, n'ayez pas de casserole. Et ne vous en donnez point. Parce que lorsque vous vous donnez la possibilité que les dossiers soient soulevés contre vous, vous n'avez aucune chance de défier. Vous savez, les rares personnes qui ont pu défier l'État, c'est les gens qui n'ont pas de casserole. Et quand tu n'en as pas, on ne peut pas le fabriquer contre toi. Mais quand tu as géré, disons-nous la vérité, tu ne peux pas avoir géré. Sans qu'on le vraiment. Parce que sur toi, à un niveau si élevé, tu as dû demander si, tu as dû prendre telle décision, peut-être tu n'as pas fait attention à telle formalité, tu as dû... Vous savez, on tombe facilement dedans. Pourtant, il le devrait. Dans un schéma où on se permettait tout. Dans un schéma dans un modèle où on se permettait tout. Quand on se permettait tout, on se permet tout. On se permettait tout. On pensait que rien ne peut arriver. Et un jour, un pouvoir arrive et dit, bon, moi je fais l'inventaire. Et d'où je ne laisse plus passer. Quand c'est comme ça, allez faire votre mea culpa. Dites, oui, moi je vais parler de ceux qui ont mal géré. Et discuter. Ça existe. Mais si vous ne le faites pas, et vous dites, bon, moi je suis blanc comme neige, acte vous est donné. Mais si vous n'êtes pas là où on vous juge, c'est les dossiers qu'on a contre vous qui passent. Donc, nous n'avons pas réinventé le modèle. Il existe comme ça. Même dans la tradition. Si le roi vous appelle et vous n'y allez pas, mais on prend les mesures contre vous. Donc, c'est pour dire simplement quoi? Que oui, la sortie de M. Koutié nous permet aujourd'hui d'ouvrir le débat. Mais le chantier de la réconciliation est un chantier large. C'est dans ce chantier. Le lead sera la question, c'est qui fait quoi? Ce n'est pas que le lead. Chacun doit faire. On ne peut pas mélanger, c'est au cas par cas. Oui, donc chacun doit faire sa part du job. Moi, pour demander pardon à Dieu, on fait d'abord, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Pourquoi on fait cet acte? Je le dis toujours. Mais vous voulez demander pardon, vous ne faites pas votre propre contrition. Il faut déjà faire sa propre contrition. Il faut reconnaître qu'on a fauté, qu'on a péché, qu'on est tombé dedans. Peut-être qu'on ne savait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des actes qu'on pose parfois sans savoir. Après, on va vous imposer que nul n'est censé ignorer la loi, surtout quand vous êtes dirigeant. D'accord. Mais au moins, vous aurez le cœur tranquille d'avoir fait votre mea culpa. Après, on ira. Le tribunal des hommes peut vous condamner quand vous avez fini de faire ce mea culpa. Donc moi, je ne suis pas inquisiteur. Je suis analyste. Et je dis, il fallait bien cette sortie pour qu'on en parle. Donc, moi, je salue M. Koutié pour son courage, déjà, d'ouvrir le débat, de nous permettre d'ouvrir le débat. D'ouvrir le débat. C'est quelqu'un pour qui on a eu d'admiration, je le dis, pendant qu'il était au pouvoir, moi, j'étais quand même assez proche du système. Oui. Donc, on l'a vu comme quelqu'un qui a fait bouger les lignes. La loi, le code de l'information, je me rappelle quand il était ministre de la communication. C'est lui qui a pris les fêtières dans un bus à Porte-Nouveau pour faire le lobbying. Je sais que c'est quelqu'un qui a plein d'idées. Un jeune, il était jeune aussi. Bon, maintenant il a pris 10 ans de plus, mais c'était quand même très jeune à l'époque. Donc, M. Komi Koutié, on ne peut pas raser son passage. Tout comme Rekia, tout comme... moi, j'ai du respect pour M. Jonathan. Moi, je prends cette personnalité et je dis toujours qu'ils auraient dû gérer autrement leur rapport. D'autant que certains avaient des contacts directs avec le président Talon. Après, lorsque vous êtes en situation, vous trouvez les moyens de... Et si c'est la justice,
allez-y. Il y a toujours une porte ouverte d'une manière ou d'une autre. Donc, je salue ça. Et après, c'est à lui de gérer la suite. Il a des avocats. Et l'État est là. Donc, ce qui est intéressant chez Commis Couché, c'est qu'aujourd'hui, il a des collaborateurs qui sont ministres. Et il a dit, bien. Bon, presque en ironisant là. Non, il n'a pas ironisé. En ironisant. Au contraire, quelqu'un à qui on reproche des tournements. Non, là, il se trompe. Là, il se trompe. Qui s'est entouré de cadres compétents qu'on valorise aujourd'hui. C'est pas lui qui a envoyé les gens à l'école. Donc, du coup, il a trouvé... Mais il a le mérite de les chercher. Oui, mais tout comme le président a eu le mérite, peut-être lui, d'aller le trouver. Donc, du coup, il n'a pas un mérite particulier. Le mérite, c'est celui qui les a gardés. C'est celui qui est venu et qui a trouvé en eux des cadres valeureux, des cadres talentueux et qui n'a pas rasé, qui a gardé et qui a travaillé avec eux. Le mérite, c'est à ces cadres-là d'abord de savoir que l'État, ce n'est pas la tête de celui qui est là, c'est plutôt servir l'État en bon commis. Hein, voilà. Et ça, donc, c'est dire qu'il ne faut pas qu'il aille chercher la bête là où elle n'est pas. Donc, je pense qu'il faut qu'il reste focus sur son dossier. Moi, je serais heureux un jour de le croiser à Cotonou, de boire un pot avec lui, de boire un café avec lui, en disant, monsieur le ministre, parce que c'est quand même quelqu'un, on l'a vu comme un modèle à un moment donné. Donc, je ne suis pas de ceux qui balayent tout ça là. Je pense beaucoup ont rêvé en le regardant. Beaucoup ont rêvé en le regardant. Et donc, mais le temps passe et parfois, certaines choses qui paraissent évidentes disparaissent d'elles-mêmes. Il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, mais encore faudrait que la maman sache faire la part des choses. Et donc, là aujourd'hui, dimanche 12 juillet 2026, c'est bon d'ouvrir le débat. Il fera peut-être son temps, il durera son temps, mais ça ira à son rythme, à mon humble avis. Le chef de l'État a son calendrier en la matière peut-être. Tout va aller, mais il faut déjà que ceux qui sont concernés eux-mêmes fassent un peu d'effort pour que la paix, c'est tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la guerre et l'autre le monopole de la paix. Il faut que chacun travaille à ce que ça se décrispe de lui-même. Et là, vous allez voir que c'est... Déjà, ouais, la mise en place du Sénat va peut-être calmer... Peut-être le premier chantier du Sénat. Peut-être. Non, le Sénat n'est pas là pour gérer ces questions. Pour maintenir la cohésion entre non, je ne pense pas que ça fasse partie de son travail. Ça, c'est du secteur. Le Sénat ne peut pas faire une injonction au chef de l'État de faire grâce, de donner la grâce aux gens. Le Sénat peut faire une injonction à la justice d'annuler une décision. Donc, le Sénat ne se mêle pas de ces questions. Le Sénat, c'est plus global. Par contre, le président de la République, c'est son champ. Et vous voyez, ce dont nous parlons relève de deux champs. Il y a le champ de la justice. Et il y a le champ du président de la République. D'accord. Le président de la République a son champ, la justice a son champ. Mais le justiciable a un rôle à jouer. Oui, le premier des rôles, c'est ça que M. Commis Couché, il dit, je suis là, hein, j'existe, hein, j'aime mon pays encore, j'ai bien envie d'y retourner. C'est déjà le premier pas. C'est déjà le premier pas. Après, il peut en faire d'autres. Peut-être sans les médias. C'est faire en sorte, tout ce qui peut être fait, en dehors peut-être des médias, en dehors du grand monde, pour que les positions se rapprochent, pour que les lignes bougent, et que ceux-là qui, depuis des années, ont quitté le pays et qui ont envie de retourner, trouvent le modus vivendi nécessaire avec l'État. L'État en tant que justice, l'État en tant que gouvernement, donc pouvoir public, pour revenir chez eux. Mais ce serait une très bonne chose. Quand il a parlé de Bokassa, ça veut dire que Bokassa a été mis en prison d'abord. Après, en résidence surveillée, je pense qu'il est mort en résidence surveillée, si je ne me trompe. En tout cas, l'État a joué son rôle et les procédures ont été mises en œuvre pour progressivement casser le rythme. Donc, ce n'est pas lui seul, il me semble qu'il y a d'autres cas. Donc, c'est bon d'ouvrir le chantier. Ensuite, ça va suivre son rythme. Mais pour moi, il n'y a pas de... L'absolution doit être précédée d'un repentir, à mon humble avis. C'est la moindre des choses. En tout cas, en tant que chrétien, nous remettons en cause toujours on se remet toujours en cause tout le temps avant de demander le pardon. Donc du coup, je suis de cette école et je nous demande humblement à tous ceux qui sont dans ce genre de situation de travailler, à demander, à faire le repentir. Et pour s'ils reconnaissent vraiment qu'ils ont envie, et puis ils ont été reconnus coupables par-ci ou par-là, ou bien ceux qui ont des procédures, alors qu'ils essayent de voir dans quelle mesure ces procédures, ils peuvent les gérer en étant là, et peut-être donner des garanties pour ne pas... Et c'est bon,
donner quelques garanties. Je pense que tout se joue. Oui. L'essentiel, c'est de faire preuve d'un peu d'humilité, un peu de respect de l'État. Et le reste, ça finit toujours par arriver. Voilà. De quoi délier également les langues des autres. Il y en a tout plein, hein, Agapita Fleury. Enfin, chacun gère. En fait, moi, je ne suis pas dans cette émotivité totale pour dire les autres. Moi, je ne connais pas les autres. Chacun se retrouve dans cette situation. Il a envie, il fait. Donc, chacun il va à son rythme. Si quelqu'un est heureux d'être dehors, pourquoi vous voulez le forcer à rentrer? En 1989, lorsque le régime du PPB s'est ouvert à tout le monde n'a pas suivi le rythme. Il y en a qui sont vite arrivés. Il y en a qui ont dit non, c'est du faux. Ils ont attendu. Il y en a qui sont venus seulement à la veille de la conférence nationale. Il y en a qui sont venus seulement après la conférence nationale. Donc, chacun il va à son rythme. Il ne faut pas forcer. Mais le chat est là. Il ne faut pas penser que c'est seulement le gouvernement seul qui doit faire des efforts, que le président Ouattara seul qui a toutes les cartes en main. Non. J'ai entendu des électoralistes parler de la balle dans le camp du chef de l'État. Non, du tout. Du tout. La balle n'est pas dans le camp du chef de l'État. La balle est dans le camp de tout le monde. Et comme je le dis, on n'a jamais dit la balle est dans le camp de Dieu. Donc, non, on ne dit jamais ça. Au contraire, on se confie à Dieu après d'avoir fait son mea culpa. Donc, du coup, on ne peut pas dire que la balle est dans le camp du chef de l'État. Le chef de l'État, lui, regarde, il observe, il a plein de leviers sur lesquels il peut gérer telle couche sociale. Actuellement, je pense qu'il est focus sur les questions du développement, de la gestion de la haute pauvreté, nos agriculteurs, les femmes. Donc, bref, le président a son agenda. Oui, en le disant, peut-être les confrères voudraient qu'on le fasse à la soude oreille ou que cette sortie fasse au moins mouche auprès du pouvoir. Parce qu'on en parle. Non, le pouvoir n'a rien à faire de ça. Le pouvoir n'a rien à faire de ça. Comme je l'ai dit, le monsieur Koutié qui a exercé au haut niveau, il connaît. Il a fait le premier pas, c'est sûr. Mais il sait que ça, ce n'est pas le pouvoir qui va prendre la main actuellement. Là où le pouvoir va prendre la main, il le sait lui mieux que nous. Voilà. Donc je ne dirai pas plus. D'accord. Il le sait beaucoup mieux que nous. Voilà. Allez, on va prendre congé des téléspectateurs avec ce dernier volet de l'actualité. Il s'agit évidemment de l'abrogation des dispositions du titre 2, du premier chapitre du Code électoral. Les 10 dispositions, pour faire court, concernent au fait la structure de la SENA. Le fait était attendu, hein, parce qu'on savait tous que cette SENA, si on la mettait en place, sera désœuvrée jusqu'en 2033. La question, c'est pourquoi ne pas aller... c'est-à-dire, pourquoi ne pas vider définitivement le sujet en faisant la réforme et s'être arrêté rien qu'à l'abrogation Agapita Fleury? Moi, je vais poser la question autrement, parce que je l'ai posée quand le débat a commencé. D'accord. C'est-à-dire que j'ai découvert, tout simplement. D'ailleurs, la question était, on en avait parlé rapidement ici, La Sénat, oui. En fait, depuis la fin de l'élection, moi, je me demandais ce que cette affaire allait devenir. Puis les élections sont des élections de 7 ans. Exactement. Donc ma question c'est, pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt? Pourquoi la Sénat même n'a pas posé le problème? Ça aurait pu venir de la Sénat elle-même. Et si c'était venu, je ne sais pas. Non, mais on voulait d'abord gérer les élections générales. Les élections sont terminées depuis, on a installé le nouveau président de la République depuis 24 mai. Le 24 mai. Depuis le 24 mai, avec des élections terminées depuis le 12 avril. Le 12 avril. Donc, depuis le 24 mai, on a quand même eu un mois. Oui, mais est-ce que c'est Yata? Mais c'est là que je vous pose, mais pourquoi n'avoir pas vidé le sujet? Non, ne faire que de l'abrogation. Au moment où ce sujet-là vient au Parlement, il n'y a pas le temps de le vider. Ils vont aller en précipitation. Je pense qu'ils ont très bien fait d'anticiper la fin. Et je pense que c'est la Sénat même qui aurait dû. Ils ont fait un bilan par la Cour, il me semble. Oui, des élections. Mais ils devraient savoir que devient l'institution. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Ils restent dans non, c'est le travail de la direction générale. Je suis désolé. Dans le fonctionnement. C'est son travail de s'interroger sur l'avenir. Quand on a fini de faire le bilan, on s'interroge sur et la suite. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, donc je fais amende honorable là-dessus. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, ils ont manqué de ne l'avoir pas fait. C'était à eux de le faire. C'était à eux d'attirer l'attention des pouvoirs publics et centraux, dont le président de la République, ils dépendent. Ils sont reliés, attachés au secrétaire général de la présidence de la République, si je ne me trompe. Ils ont dû attirer l'attention de la présidente de la République là-dessus, ou alors l'attention directement de l'Assemblée nationale, ou alors c'est l'un des deux, ils auraient pu écrire aux deux institutions pour attirer l'attention sur ça et faire des propositions. Ils auraient pu proposer, par exemple, une cellule légère, rattachée peut-être au ministère de l'Intérieur. Mais la cellule va être dotée d'une autonomie pour gérer le matériel électoral et gérer la gestion, l'élection CCIB, les élections RAC, les autres élections. Ils auraient dû
N'ayant pas fait tout ça, ils ont laissé les députés surpris qui ont pris les devants. Et les devants, les députés ont fait leur travail. Les députés, ils ne peuvent pas, dans l'immédiateté là, gérer, créer une nouvelle cellule, donc ils ont c'est pas l'ingéniosité qui les manque non plus, non? Non, c'est tellement facile. C'est pas un jugement. Non, rassurez-vous, c'est une question. Non, il faut qu'on quitte cette... Vous savez, c'est comme dire le pauvre a toujours raison, le collaborateur a toujours raison, c'est tout le chef qui a tort. Non, c'est un nivellement par le bas. Ah. Il faut déniveler, il faut penser haut. C'est-à-dire qu'il faut voir loin, commander. Il faut penser loin, il faut que les gens apprennent à être utiles, à s'assumer. Lorsque vous êtes dans une telle structure qui a un mandat du genre, et que vous savez que le mandat finit à tel moment, vous devez ouvrir la réflexion. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, je le dis toujours s'ils l'ont fait, d'accord. Sinon, vous devez attirer l'attention là-dessus et faire une proposition. Si une proposition avait été faite, les gens auraient analysé la proposition. Mais quand les gens sont allés sur l'idée, là cela finit le 14 prochain, il faut en nommer. On va les nommer pour 5 ans, il n'y aura même pas élection. On va faire quoi? Donc on dit bon, on ne peut pas le faire. Là c'est impossible. Bien. Après, il faut penser au personnel qui est là. Le personnel qui est de la fonction publique, là n'est pas le problème. Lui va être pris en compte. Le personnel qui n'est pas de la fonction publique. On a demandé au gouvernement de faire tout pour gérer. D'accord? Mais vous avez vu l'amour du ministre de la Justice. Parce que là, on file une patate chaude. On file une patate chaude au gouvernement. Je pense qu'ils vont trouver le mécanisme. Mais c'était nécessaire. Je trouve que c'est une décision nécessaire. Moi, comme je l'ai dit, une petite cellule aurait été intéressante pour continuer à gérer, pour que l'institution ne soit pas rayée. Parce que là, maintenant, on la suspend. Donc, on transfère les acquis. Ça veut dire que la Sénat va disparaître. Totalement. Oui, elle a déjà disparu provisoirement. C'est ça que je vous dis, elle va disparaître totalement. Après. Oui. Or, s'il était resté tout pays, avec un nombre limité, avec une mission, là, parce que la gestion du matériel, le matériel acquis, la gestion de tout ce qui... Tout ça. Vous voyez, c'est une administration permanente depuis pratiquement... On a connu la Sénat 7 ans. 7 ans, ouais. Plus la Sénat 5 ans. Donc ça fait 12 ans. Oui. Donc, 12 ans de Sénat permanent, alors qu'avant il y avait le SAP Sénat, le secrétaire administratif permanent de la Sénat. Donc, c'est comme une administration qui s'est maintenue depuis des années, déjà pratiquement 2 décennies. C'est difficile de la voir partir totalement. J'ose espérer que le ministère vers lequel, ça va être le ministère de l'Intérieur normalement, vers lequel ça va aller, va essayer de garder en l'état, et peut-être de nommer un conseiller ou bien un directeur, quelqu'un qui est relié au ministre de l'Intérieur, de gérer peut-être ça, pour que tout ne soit pas effacé. Quand les députés vont décider de la nouvelle formule, que l'acquis soit quand même là pour qu'on puisse le remettre tranquillement. C'est une situation qu'on aurait dû ne pas vivre. Mais moi j'en charge, je pense que la responsabilité revient au responsable même de la Sénat, notamment la direction générale des élections. Donc, c'est le travail, à mon humble avis. Ça va faire encore du personnel politique à recaser. Enfin, ça, c'est pour sortir à David Napoléon. Non, oui, le président, lui, il a déjà trouvé un point de chute. Donc, il doit rester deux BR, FCB, et UP, je crois bien. Bon, s'ils ne le sont pas déjà. Je vous ai dit, ça, c'est pour sortir d'antenne. Bon, enfin, c'est pas leur sort qui me pose problème, c'est plutôt le matériel électoral, c'est les acquis en la matière, donc l'intelligence, tous les acquis intellectuels, les acquis techniques, logistiques, la logistique et le personnel qui ne relève pas de la fonction publique. Voilà moi ce qui me préoccupe. Les questions électorales m'intéressent, je vais continuer à me renseigner, je vais commencer, en tout cas je vais continuer à me renseigner et peut-être à m'informer là-dessus. Et pendant ce temps, les personnels politiques à recaser, franchement, eux ils ont plus
de couloir que vous le pensiez. Que vous et moi. Bon, on ne s'est emprunté. Donc, du coup, leur sort est loin d'être... Non, ça veut dire qu'on n'est pas encore fini d'être surpris par des nominations, peut-être. Ah, vous êtes surpris par des nominations. Moi, je suis jamais surpris Quand par je des dis on, c'est pas forcément vous et moi. Hein, non, moi, je ne suis pas surpris. Les nominations, ceux qui doivent nommer, nommeront. Et pourquoi ceux qui seront nommés, évidemment. Quand ils seront nommés, où ils seront nommés, par qui doit les nommer. Est-ce qu'il y a un problème? On va rendre l'antenne. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de convivialité que nous allons prendre congé de vous. Nous espérons que vous avez donc pu partager les analyses avec nous ce soir sur les questions en débat. Avant de partir, je vous rappelle que cette émission sera en nouvelle diffusion ce lundi 13 juillet 2026 après le bulletin de la mi-journée. Et vous pouvez la retrouver également sur nos plateformes numériques, sur notre chaîne YouTube Télé Bénin et également sur notre application Télé Bénin que vous pouvez télécharger. Très bonne soirée à toutes et à tous. Télé avec vous, pour vous.